Il y a longtemps, dans le Nottinghamshire anglais, au milieu des champs, des collines et des forêts de chênes, un garçon nommé Robin est né. Ses origines sont enveloppées de brume, comme un matin à Sherwood. Certains disaient qu'il était le fils d'un simple garde forestier, d'autres affirmaient qu'il venait d'une famille noble et portait un titre. Mais une chose est sûre, depuis son enfance, il savait distinguer la vérité du mensonge. Robin grandissait parmi les grands arbres et les ruisseaux tranquilles. Il écoutait le vent chanter dans les feuilles, et les anciens racontaient des contes près du feu. La nature et les gens l'ont éduqué dès son plus jeune âge. Puis commencèrent les collectes d'impôts lourds et excessifs. Un de ces jours, des collecteurs sont venus dans leur village. Robin n'avait que 10 ans, et se cachait derrière la grange. Il vit les soldats sortir des sacs de grains, une femme demandait qu'on lui laisse un peu de farine. Un des gardes la poussa, et Robin ressentit pour la première fois une colère calme et profonde. Cette colère resta avec lui pour toujours. Un an plus tard, il banda pour la première fois une corde d'arc, quand son père lui donna un arc simple et dit « Le but n'est pas de toucher la cible. » Le père expliqua « Le but est de savoir pourquoi tu tires. » Le jeune Robin allait souvent dans la forêt, d'abord pour errer, puis pour se cacher, écouter les animaux et mémoriser les sentiers. Il sentait la forêt devenir une partie de lui-même, lui apprenant à être prudent et fort. Là, il se préparait à ce que l'avenir lui réservait. La forêt accueille Robin non pas comme un invité, mais comme un des siens. À 16 ans, le shérif du comté changea, un homme cruel et exigeant envers les impôts et la terre. Le nouveau shérif augmenta les taxes et ordonna de confisquer les terres de ceux qui ne pouvaient pas payer. Cette année-là, l'ami de Robin, Gilles, perdit sa maison. Le père de Gilles a été arrêté. Le garçon s'est enfui dans la forêt. Robin l'a trouvé près du ruisseau, lui a donné du pain et a dit « S'il n'y a pas de maison, nous en construirons une ici. » Ainsi, la forêt est devenue leur refuge. Les années passaient, Robin grandissait, devenait un archer précis, rapide, silencieux et attentif aux besoins des fugitifs. Robin aidait les fugitifs face à l'injustice, soignait leurs blessures, les cachait et partageait tout, vivant entre le monde de la ville et celui de la forêt. Un jour, il a défendu un vieil homme que les collecteurs d'impôts tentaient de battre. Robin a lancé des pierres, un des soldats est tombé. On a reconnu Robin, et le lendemain matin, il a été déclaré criminel. Ainsi a commencé sa nouvelle vie, il n'a pas cherché à se cacher. Robin est parti avec son arc et quelques pièces, suivant des sentiers étroits, où l'herbe étouffe les pas, se dirigeant vers Sherwood. La forêt l'a définitivement accepté. Le garçon, né dans l'injustice, est devenu un homme qui un jour défiera l'ordre établi. Sherwood l'a accueilli dans le silence. Ni menace, ni question. Seulement le vent dans les branches et la mousse douce sous les pieds. Robin est resté seul dans la forêt. Sans maison ni nom, seulement avec son arc et le sentiment d'agir justement. Il a choisi un endroit isolé où les sangliers creusent la terre et où le cerf apparaît dans la brume matinale. Il a construit une cabane avec des branches, de l'œuf, écorce et de vieilles planches. Il dormait sur des feuilles, buvait l'eau du ruisseau. Les premières semaines furent difficiles, froid, pluie et faim. Parfois, il ne mangeait que des baies. Parfois, il ne trouvait rien du tout. Mais il ne se plaignait pas, il écoutait la forêt et apprenait. Le bruissement des feuilles avertissait de la présence d'étrangers, les oiseaux avertissaient de la présence d'un homme à proximité. Il a appris à se déplacer sans laisser de traces, tirer rapidement et précisément, mais seulement si nécessaire. La forêt est devenue pour lui non seulement un refuge, mais un véritable allié. Un matin tôt, Robin entendit le cri d'un enfant. Un garçon d'environ 9 ans, maigre et effrayé, en haillons, raconta une famille expulsée pour non-paiement, une mère malade et un père disparu. Robin conduisit le garçon au camp, lui donna à manger, alluma un feu et l'enveloppa dans un manteau. Le matin, il le conduisit chez une vieille veuve à la lisière de la forêt, qui prit l'enfant sous son aile. Ainsi, Robin commença à aider non seulement lui-même, mais aussi les autres. Avec le temps, les rumeurs se répandirent. Dans la taverne, quelqu'un murmura. Quelqu'un sauve des fugitifs à Sherwood. Quelqu'un dit « J'ai trouvé un sac de farine devant la porte, et il y avait une plume dessus. » Les gens commencèrent à croire qu'il n'y avait pas un bandit dans la forêt, mais un gardien de la justice. Les autorités pensaient autrement. Le shérif commença à envoyer des patrouilles et instaura des récompenses. Une pièce d'or pour celui qui amènerait Robin des bois, vivant ou mort. Personne ne ramena Robin, car personne ne l'avait vu, seulement entendu des légendes. Mais parfois, il prenait des risques pour aider les nécessiteux à Sherwood. Par une soirée glaciale, Robin apprit qu'un vieil homme nommé Aline gelait dans une maison sans toit. Il décida d'aider malgré le danger. Robin s'introduisit dans le domaine du seigneur Hastings, vola des couvertures chaudes, un sac de charbon et des bougies, et les laissa devant la porte du vieil homme. Puis il disparut dans la forêt. De nuit en nuit, un nouvel ordre naissait à Sherwood, où le bien ne demandait pas de permission, et l'honneur n'avait pas besoin de manteau. Robin était seul, mais ne se sentait pas isolé.
Dans sa vie apparurent ceux qu'il protégeait, qui gardaient le silence, mais se souvenaient de ses bonnes actions. Bientôt viendra celui qui ne sera pas seulement sauvé, mais un véritable ami. La forêt de Sherwood devint une vraie maison pour Robin des Bois. Robin connaissait chaque souffle de la mousse sous ses pieds, où pousse la menthe sauvage, et où, le matin, les habitants de la forêt sortent à la rencontre des nouveaux jours. Le point d'eau des chevreuils, le bruissement des arbres la nuit. Certains craquent, d'autres se taisent, comme s'ils écoutaient attentivement. Il apprit à ne pas seulement survivre, mais à devenir partie intégrante de ces lieux forestiers. La forêt était pour lui une forteresse, un refuge et un ami. Mais même dans la forêt la plus reculée, un jour résonnèrent les pas d'un autre homme. Cela se produisit près du ruisseau, à la frontière de deux chênaies. Au-dessus du ruisseau pendait une vieille planche étroite, qui grinçait sous les pieds, un peu de travers, comme vivante. Robin marchait léger, avec son arc sur aile, épaule, sous un ciel chaud mais nuageux. De l'autre côté venait un grand homme de Paulin. Sa tête touchait presque les branches, et sur son épaule reposait une massue aussi épaisse que la cuisse d'un enfant. Ils marchaient simplement, mais avec dignité. Leurs regards se croisèrent en même temps, lorsqu'ils se rencontrèrent sur le pont, chacun de son côté. La planche grinça sous eux. « Je ne veux pas revenir en arrière, » dit le géant doucement, mais profondément. « Moi, je veux descendre, » sourit Robin. « Je propose sans flèche, seulement des bâtons. » L'homme acquiesça et s'appuya sur sa massue. Robin cassa une branche d'un arbre, en nettoya l'écorce, rendant le bâton plus léger. Ils se sont affrontés sur le pont. Le combat fut bref, mais bruyant. Les bâtons frappaient sourdement le bois et les épaules. Petit Jean faillit faire tomber Robin, mais celui-ci esquiva habilement et sauta en arrière. Robin équilibrait sur la planche comme sur une corde raide, évitant les coups avec assurance, gardant son équilibre, et le combat continuait avec tension et agilité. Robin frappa Jean à la cuisse, qui vacilla. Tous deux tombèrent à l'eau, soulevant des éclaboussures et effrayant un couple de canards. D'abord un silence, puis un éclat de rire. « Tu frappes habilement, » dit le géant. « Appelle-moi Petit Jean, pour plaisanter. Et toi, Robin ?» répondit-il. Un espace libre apparut près du feu dans le camp. Ainsi Robin eut son premier compagnon, fidèle, puissant, peu bavard, mais fiable comme les racines d'un vieux chêne. Leur amitié devint forte et sûre. Un peu de temps passa. L'automne tardif arriva. Les feuilles tombaient comme de vieilles lettres et des mots non dits, couvrant la terre d'un tapis jaune et rouge. Robin traversait une clairière quand il entendit au loin quelqu'un chanter. La chanson était douce mais claire, une vieille ballade sur un amour perdu et la fidélité. Sur une souche était assis un jeune homme en manteau ample. À ses pieds reposait un luth, à sa ceinture un poignard. Cheveux sombres, regard attentif mais un peu amer. Était Will Scarlett. « Ta chanson sonne comme la pluie, » dit Robin. « Parce qu'elle parle de vérité, » répondit Scarlett sans lever la tête. « Dans notre forêt, il y a aussi une place pour la vérité, » dit Robin. « Et pour ceux qui savent parler honnêtement, » ajouta-t-il. Ils ne se sont pas embrassés, mais ils sont partis ensemble, silencieux sur le chemin. Dans ce silence, il y avait déjà une compréhension. Will s'est avéré colérique, passionné, mais honnête. Parfois, il discutait, exprimant ses pensées ouvertement et directement. Il se jetait parfois le premier dans la bataille, comme une flamme. Il éclairait et réchauffait, mais pouvait aussi brûler si on s'approchait sans précaution. Dans la confrérie de Sherwood, il trouva sa place. Le troisième compagnon, Robin le rencontra au bord de la forêt dans une vieille abbaye en pierre. Là, il y avait une odeur de bois de santal et de croûte de pain fraîche, créant une atmosphère de confort et de mystère. Il venait avec une nouvelle. Un moine local était menacé pour avoir aidé un paysan fugitif. Robin voulait simplement parler, mais il trouva quelque chose d'inhabituel, dans la salle vide près de la fenêtre. Près de la fenêtre, un moine au visage rond et rougeau buvait de la bière dans une chope en bois. Sur le rebord de la fenêtre, une grenouille était assise. Le moine discutait avec elle, comme si elle pouvait répondre. « Alors dis-moi, qui de nous est le plus stupide? Moi qui bois seul, ou toi qui restes silencieuse ?» dit le moine. La grenouille resta muette. Robin frappa la colonne en pierre et interrompit la dispute. Le moine se tourna et dit « Non, tu arrives à temps. Nous débattons, le Seigneur a-t-il créé des lois pour tous, ou seulement pour ceux qui paient des impôts ?» Robin répondit « Je pense qu'il t'écouterait plus longtemps que le shérif. » Le moine sourit « C'est ce que je pensais. Je suis Tuck. Et si tu es ce Robin, sache que j'ai un balai caché sous ma soutane pour le shérif. » Ainsi, 3 sont devenus 1, et 1 est devenu plusieurs. Ils ne faisaient pas de serment ni ne signaient de parchemin. Ce qui les unissait n'était pas une obligation, mais une profonde amitié et un objectif. Chacun est venu avec sa douleur. Petit Jean souffrait des moqueries et de la solitude, Will avait tout perdu, et Tuck était fatigué de voir la foi se retourner contre les gens. Sherwood les a tous accueillis. Ils mangeaient du pain, préparaient des infusions d'herbes, débattaient et riaient, tiraient sur des feuilles à 30 pas. Ils sont devenus une fraternité.
Au feu de camp, Robin recevait des gens, chacun avec sa vérité, mais avec un cœur refusant de se résigner à l'injustice. Le feu de leur fraternité brûlait vivement. Les semaines passèrent. La forêt devint une maison, un camp et une école. Robin, Petit Jean, Will Scarlett et frère Tuck vivaient comme une famille, partageant la nourriture et construisant des abris. Ils cousaient des vêtements avec des morceaux de tissu, préparaient des bouillons, construisaient des abris en rondins. La forêt les acceptait non pas comme des invités, mais comme les siens, offrant refuge et protection. Mais ce qui comptait le plus, étaient les conversations autour du feu. Robin disait « Nous ne sommes ni guerriers ni criminels. Nous sommes la réponse à l'injustice. Le feu dans nos cœurs est destiné à aider. » Beaucoup d'entre eux étaient blessés non pas dans leur corps, mais dans leur âme. Ils avaient été trahis, on leur avait pris le dernier, mais en eux brûlait une flamme que Robin leur apprenait à utiliser pour le bien. Robin disait « Nous ne sommes pas contre la richesse, mais notre lutte est pour la justice et pour aider ceux qui souffrent de l'injustice et de la trahison. » Il répétait « Nous ne cherchons pas vengeance, nous rendons ce qu'on leur a pris. » Ainsi commencèrent les premières attaques contre ceux qui prenaient le pain des villages affamés. La première incursion fut presque accidentelle. 5 cavaliers transportaient l'impôt de 10 villages. L'argent d'argent allait au château, et les gens n'avaient même plus de pain. Les gens faisaient du pain avec de l'aile, écorce d'arbres, dormaient sur de l'argile froide, les enfants tombaient malades à cause du froid et de la faim. Robin et John rencontrèrent les cavaliers à l'aube. « Le passage est payant, » dit John. « Nous avons un ordre, » répondit le cavalier. « Un ordre pas de ceux qui ont faim, » dit Robin. Et la conversation se termina rapidement. 3 cavaliers firent demi-tour et partirent, 2 jetèrent leurs armes. La charrette fut remise sans combat, l'argent fut distribué en 3 jours aux plus nécessiteux. Les vieux, une mère seule avec 7 enfants, et un vieux forgeron qui ne pouvait pas acheter de charbon, reçurent des sacs d'argent et une plume, leur signature. Personne ne demandait d'où venait l'argent. Seuls devant les portes on trouvait des sacs et une plume comme signe. « Nous avons rendu le vôtre. » Le deuxième incident eut lieu près du moulin. Le meunier Édouard tenta de protéger le seul sac de farine du mois, mais la garde était rude et plus forte. Robin se déguisa en marchant avec un panier de tartes et une chope de miel. Pendant que les soldats mangeaient, Will Scarlett relâcha les chevaux, les cachant dans la forêt. La charrette resta avec la garde, à pied et sans l'aide des chevaux. La farine fut emmenée au village, et au moulin on laissa des cendres et un mot. « Pick it honnêtement ». La troisième histoire devint presque une légende. La femme d'un pêcheur nommé Lette vint dans la forêt en silence, tenant une cuillère en bois. Robin l'a rencontrée à la lisière. Elle a dit « Nous n'avons rien. Ils ont même pris la casserole. Si vous me donnez un bol, je ferai une soupe pour 3. » Le lendemain, la confrérie de Sherwood a emprunté 3 boucs aux propriétaires terriens, qui gardaient les animaux mais ne les nourrissaient pas correctement. De la laine, ils ont fait une couverture, des os un bouillon, et à la porte de Lette, ils ont placé un chaudron, en cuivre, vieux, mais avec une poignée. Sur le chaudron, ils ont gravé l'inscription « Casserole de la liberté ». Les rumeurs sur Lette et la confrérie se sont rapidement répandues dans la région. Les enfants au marché chantaient des vers. « Tu as raison de partager le pain, mais tu n'as pas de force si tout le pain est pour toi. » Ces vers ont été inventés par Will, il les chantait même lors des raids, parfois moqueusement, parfois sérieusement, parfois comme consolation. Le shérif ne se fâchait pas contre les vers, mais contre le fait qu'on les chantait. Et on ne peut pas arrêter les chansons. Elles sont libres, comme le vent. La confrérie de Sherwood vivait selon des règles, sans lettres, sans juge, seulement une loi intérieure du cœur. Les règles disaient « Ne touche pas aux pauvres, même s'ils maudit. Ne venge pas par colère, seulement par nécessité. Donne à celui qui ne demande pas, cela signifie qu'il est habitué à souffrir en silence. N'apporte pas la cupidité dans la forêt, elle est comme un puceron, elle tue tout discrètement. Tu n'es pas juge, tu es assistant. C'est la conscience qui juge, l'homme qui aide, insistait Robin. Nous ne construisons pas un État. Nous étions une fissure dans son mur. Tant qu'il fait froid là-bas, que la chaleur et la lumière passent à travers nous. Nous sommes un passage, pour la chaleur et l'espoir. Un jour, ils ont sauvé un violoniste errant. Les soldats l'avaient battu cruellement, mais il a réussi à survivre et à rester avec nous. Le violoniste a joué une ballade où le chevalier a perdu contre le berger. Robin a tiré sur un arbre à côté, la flèche s'est plantée près du casque. Après cela, le violoniste a été relâché, et 1 mois plus tard il est revenu avec son instrument, et un jeu pour tout le camp. La mélodie était simple, mais elle portait la paix et la sérénité. Elle réchauffait le cœur de tous autour. Un des raids est presque devenu une parabole. Dans le château se trouvait une caisse de vin précieux, le shérif la gardait pour les invités. Robin et John se sont faufilés dans le château la nuit, ont emporté un tonneau, mais ont mis à la place un autre rempli d'eau de pluie. Le matin, le shérif a bu l'eau et a dit « Le vin est un peu étrange », tandis que le vrai breuvage était distribué dans les villages, une coupe pour chacun. Ils ne prenaient pas plus que nécessaire, ne thésaurisaient pas, ne décoraient pas le camp avec de l'or, ils avaient assez de pain, de chaleur et de feu. Ils n'étaient ni une armée, ni une secte, ni une rébellion.
Ils étaient la réponse à ceux qui avaient oublié ce que signifie partager. Le shérif entendait de plus en plus souvent le nom de Robin des Bois, mais maintenant il résonnait non plus comme une rumeur, mais comme un défi et un avertissement. Il commença à comprendre que les flèches N n'étaient pas la principale arme. L'essentiel était la confiance et l'unité des gens réunis par une idée. Pendant que le shérif élaborait des plans et dessinait des cartes, un mouvement grandissait autour, un mouvement plus grand qu'un simple combat. Robin et sa confrérie rendaient aux gens ce qui leur avait été enlevé. Non pas par haine ou vengeance, mais avec une ferme détermination bienveillante et une foi en la justice. La résistance N n'était pas une affaire de guerre, mais de justice. Silencieuse comme la forêt, forte comme une flèche, simple comme le pain, elle inspirait les gens à lutter pour la vérité. La justice peut prendre différentes formes. Parfois elle est comme une épée, parfois comme un cri, et parfois douce et silencieuse, comme une voix qui ne dispute pas, mais qui parle simplement. Dans la voix de cette justice, il y a une vérité impossible à nier. C'est ainsi que dans la vie de Robin des Bois apparut Lady Marianne, qui changea son chemin et son destin. On racontait différentes rumeurs à son sujet. Certains disaient qu'elle était la nièce du Lord Huntingdon, éduquée et élevée à la cour. Une autre version disait qu'elle avait grandi dans une abbaye. Certains chuchotaient qu'elle possédait des terres, mais qu'elle les avait refusées, ne voulant pas participer au marchandage et à l'oppression, choisissant une autre voie de vie. La vérité sur son passé est restée un mystère, mais tous ceux qui ont vu Lady Marianne se souvenaient de ses yeux, calmes et fermes, comme la surface d'un lac avant la tempête. Leur première rencontre avec Robin ne ressemblait pas au début d'une balade. Il n'y avait ni bougie, ni balcon, ni musique, seulement le brouillard et le frisson de la forêt, où une femme chevauchait sans escorte. Robin l'aperçut depuis un arbre, où il était assis dans les branches, à écoute de la forêt. Cette rencontre fut le début d'une nouvelle histoire, pleine de silence, de force et de vérité. Les chants des oiseaux remplissaient la forêt, jusqu'à ce que les pas du cheval brisent soudainement le rythme naturel. Il descendit du cheval doucement et silencieusement, comme une goutte de pluie tombant sur le sol. Il dit « La forêt n'aime pas les solitaires ». Elle répondit calmement « Et moi, j'aime la forêt ». Ses yeux étaient calmes, et ses mains tenaient fermement les rênes du cheval. Il ne savait pas qui elle était. Elle ne demanda pas qui il était. Ensemble, ils avancèrent à travers la mousse humide, sous l'ombre des vieux chênes, où la bruyère sauvage fleurissait entre les racines. Ils restèrent longtemps silencieux, mais le silence N était pas lourd. Au bord du ruisseau, elle s'arrêta, se pencha et cueillit un bouquet de menthe, sans hâte, avec un léger sourire sur le visage. Puis elle dit « Tu es celui dont on chante ?» Robin sourit en coin. « Les chansons mentent souvent, » elle répondit. « Mais parfois elles rappellent qui nous voulons être. » Ainsi commença leur histoire. Marian venait rarement, avec des herbes pour les blessures, avec un livre que Tuck lisait à voix haute, ou simplement pour être là, sans rien demander. Sa présence se sentait toujours par son parfum. Des fleurs des champs et un peu de miel. Elle marchait légèrement, sans casser les branches, comme si la forêt s'écartait d'avance devant elle. Au camp, personne ne demandait qui elle était. Même John, habituellement méfiant envers les étrangers, lui tendit une chope dès la première soirée. Tuck lui céda une place près du feu. Will joua une mélodie sans dire un mot. Marianne apportait la chaleur non pas comme le soleil, mais comme une couverture dans une nuit froide, réchauffant tous les présents. Robin ne demandait pas qui elle était, car sa présence était la réponse à toutes les questions, venant comme une légère brise de la forêt qui apporte la paix. D'où venait-elle? Avec qui vivait-elle? Pourquoi venait-elle? Il était simplement là, et le silence entre eux devenait plus important que n'importe quelle confession. Un jour, des rumeurs circulèrent. Un collecteur royal était arrivé à Nottingham. Les gens se barricadèrent chez eux, et le shérif rassembla des soldats pour garder la ville. Robin voulait agir, mais la ville était fermée, inaccessible. Il restait à elle, écart, réfléchissant à la prochaine étape. La nuit précédant la collecte, Marian s'approcha du feu avec un paquet, une carte, une liste de noms et un plan du convoi en main. « Une embuscade !» dit-elle. « Les gardes sont cachés dans la charrette à grains. » Robin, surpris, demanda « Comment le sais-tu » Elle répondit « Parce que j'ai, écoute. » Le murmure de la vérité est souvent plus silencieux que le grincement d'une charrette. Robin partit, évitant le piège, et 3 jours plus tard, une note non signée apparut aux portes de la ville. Sur la note était écrit « La justice va plus vite que l'or transporté ». Le shérif la déchira et ordonna d'arrêter l'auteur. Mais l'auteur avait déjà préparé une tisane dans la forêt, où elle restait parfois le soir près du feu. Tuck lui versait une infusion tiède. John ajoutait du bois dans le feu, Scarlett jouait du luth, et Robin était assis à côté, écoutant ses récits sur le pommier en fleurs du village. Elle racontait que le pommier avait fleuri, bien qu'on le considérait auparavant comme sec. « Peut-être attendait-il simplement » dit Marian. « Parfois, pour fleurir, il ne faut pas de pluie, mais du silence. » Marian partait toujours en silence, sans adieu, laissant Robin la regarder éloignée. Il regardait jusqu'à ce que le dernier son de ses pas éteigne dans le silence de la nuit,
ressentant l'importance de chaque instant de leur communication silencieuse. Ses pas ne laissaient pas de traces dans la mousse. Ce n'est qu'après cela qu'il disait « Il est temps de dormir ». Il y avait aussi des jours difficiles, quand le shérif arrêtait l'aubergiste, soupçonné de cacher des fugitifs. Marian s'est présentée elle-même au tribunal. En robe grise, elle était assise calmement, parlant d'une voix posée sans interruption. Une demi-heure plus tard, l'aubergiste fut libéré. « Comment fais-tu cela » demanda Will. « Je ne discute pas, on nous a appris la même chose que... » « Alors mère » répondit-elle. Elle ne combattait pas, mais changeait le cours des événements. Elle ne portait pas d'armes, mais sa parole retenait la colère. Elle ne vivait pas dans la forêt, mais en faisait partie. Une nouvelle force est apparue dans la vie de Robin, pas faite de chêne et d'acier, mais de confiance, de lumière et de douceur, qui ne demande rien en retour. Il ne savait pas comment nommer ce sentiment, mais en sa présence, il devenait plus pur et plus calme, comme de l'eau dans laquelle on avait cessé de jeter des pierres. Avec son apparition, il devint clair que la lutte haine était pas seulement des flèches, mais aussi la chaleur qui réchauffe même dans les heures les plus difficiles. Le shérif de Nottingham ne supportait pas les moqueries, et Robin des Bois répondait sans mots par des actes. Leur guerre dura des années, pas des jours. Chaque année, le shérif serrait le poing plus fort, et Robin répondait plus doucement, plus précisément et plus clairement, comme une musique jouant dans le silence. Pas par la force, mais par le sens. Ils étaient si différents. L'un en cotte de maille, sur un trône de décret avec signature, sceau et garde. L'autre en simple manteau, avec un arc et des compagnons. Le shérif semait la peur. Robin inspirait la confiance. Après un nouvel échec, le shérif décida d'agir autrement. Pas pour attraper, mais pour attirer. Il organisa un tournoi d'archers en ville à Nottingham. Le prix, une flèche d'or, un discours solennel, de la musique et des friandises pour les invités, mais aussi un piège. Le vainqueur recevrait de l'or, puis des barreaux. Les héros répandirent la nouvelle dans le comté. Mais à Sherwood, on connaissait déjà le piège. « C'est un piège, dit frère Tuck en feuilletant le psautier. « Bien sûr, acquiesça Robin. C'est pourquoi nous irons. »« Tu es devenu fou » grogna John. « Par le sens, corrigea Robin. Si nous n'y allons pas, c'est que nous avons peur. Et si nous avons peur, nous perdons des gens. » Le jour du tournoi, la ville bourdonnait comme une ruche. La place était remplie de paysans, d'artisans et de nobles. Les archers se tenaient en rang, certains en verre, d'autres en armure de cuir. Au centre, une cible. À côté, le shérif avec un sourire hautain et une liste d'arrestations dans sa manche. Sur le côté, un homme en manteau gris avec un bandeau sur le œil. Il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement approché, a tendu la corde et a tiré. La flèche a atteint précisément le centre de la cible. Il a tiré avec assurance et précision. La deuxième flèche a fendu la première. Un silence est tombé, puis un cri s'est fait entendre. Le shérif s'est levé d'un bond et a donné le signal. La garde s'est précipitée en avant, mais l'homme en gris a disparu sans laisser de traces. Sur le lieu de la disparition, on a trouvé une plume et un mot. La prochaine flèche vaudra plus que l'or. Ainsi a commencé un nouveau chapitre de la guerre des pièges et des ruses. Un jour, le shérif a envoyé une charrette avec une pancarte « Don pour les pauvres ». À l'intérieur, il y avait des soldats déguisés en mendiants. Robin a décidé de vérifier ce piège. Robin a envoyé Scarlett vérifier la charrette. Il est revenu et a dit « Les chevaux ne renâclent pas, les roues sont neuves, la charrette est vieille. » C'est un piège, pas une aumône. Robin n'y est pas allé lui-même. La nuit, John est venu, a ouvert la charrette et a libéré les mendiants liés en armure avec des poignards. Le matin, les gardes du château étaient étourdis. Sur la pancarte, il était écrit « Nous avons retrouvé vos acteurs. Nous les rendons. » Le shérif sombrait dans le désespoir, utilisant parfois des méthodes cruelles. Un jour, le shérif a capturé le meunier avec qui Robin partageait le grain. Sous la torture, le meunier pouvait tout révéler. Robin a décidé d'agir lui-même. Robin s'est faufilé par un ancien tunnel jusqu'à la cuisine de la prison. Il a mis une robe de moine et a pris un panier de pain, entrant comme s'il livrait le repas. Le geôlier a hoché la tête sans regarder. Une demi-heure plus tard, Robin conduisait déjà le meunier vers un ruisseau, loin de la garde, sous le couvert de l'obscurité. Le meunier demanda à voix basse « Pourquoi es-tu venu seul ?» Robin répondit « Parce que tu es l'un des nôtres. » Robin répondit que le shérif organisait des rafles, posait des pièges dans les fourrés et soudoyait des informateurs pour le capturer lui et ses amis dans la forêt. Un jour, le shérif envoya un faux vieil aveugle qui boitait au bord de la lisière, en criant fort à l'aide pour attirer Robin dans un piège. Cependant, John arrêta Robin en remarquant que la canne du vieil homme était neuve et qu'il ne trébuchait pas. Tout semblait trop habile et artificiel. Ils tendirent une embuscade et conduisirent le faux vieil homme dans la forêt, où une troupe du shérif attendait, mais elle fut déjà désarmée par leur ruse. La véritable cécité est la méfiance envers le cœur. La troupe fut désarmée parce que Robin et ses amis savaient que la force réside dans la confiance. Un jour, le shérif captura une fille, la fille de l'aubergiste, pour forcer Robin à se rendre,
mais celui-ci ne voulut pas attendre et décida d'agir. Robin arriva en ville déguisé en ménestrel, joua 3 chansons et, quand la garde se détendit, il lança une flèche avec une clé dans la serrure. La porte s'ouvrit, la fille S échappa, et ils s'enfuirent sur le dos de 2 poneys, disparaissant dans la lumière du coucher du soleil. Depuis, l'auberge laissait toujours un morceau de pain et une flèche derrière le poêle, au cas où Robin reviendrait, maintenant leur lien secret. Leur guerre ne se déroulait pas pour des couronnes ou des forteresses, mais pour les cœurs des gens, pour la confiance et la liberté que l'on ne peut pas contrôler par la force. Le shérif pensait que le pouvoir était un sceau sur du papier, tandis que Robin savait que le vrai pouvoir, c'est quand un enfant te tend la main. Le shérif commandait par la peur, Robin convainquait par la confiance. Bien que le shérif semblait plus fort, il perdait parce que le pouvoir ne se mesure pas en papier. Le shérif élaborait des plans sur du parchemin, tandis que Robin traçait des sentiers dans la mousse de la forêt, où le pouvoir appartenait au cœur, pas au papier. Chaque matin, quand le soleil se levait sur Sherwood, commençait un nouveau jour non pas de guerre, mais de liberté. Dans la forêt, les arbres chuchotaient. Les flèches volaient sans serment. Le pain se passait sans nom ni atteinte. Au-delà des mers, une toute autre histoire se déroulait. Là où le soleil sèche la terre, et où les sabots soulèvent la poussière sur les pierres anciennes, un homme revenait lentement de la campagne. On l'appelait de différentes manières. Cœur de lion, maître des batailles, défenseur de la foi. Mais lui, il se nommait simplement Richard. Il revenait non pas en vainqueur, mais en homme ayant parcouru un chemin difficile. Son manteau était taché par la route, son épée ne brillait plus au soleil depuis longtemps, et son cœur était plein de doutes et de moins de pouvoir. À Sherwood, on apprit son retour sans fête joyeuse. Les feux brûlaient plus doucement, sans chant ni rire, non par peur, mais par attente. Petit Jean demanda au feu du soir, « Penses-tu qu'il nous épargnera ?» Robin répondit, « Il nous jugera, non par des mots, mais par des actes. » Tuc secoua la tête. « S'il pardonne, qu'il pardonne aussi à ceux qui étaient assis sur 2 chaises. Ne maudit personne avant de être devant le juge. » Quelques semaines plus tard, Richard arriva à Nottingham. La ville accueillit Richard avec des drapeaux, des tambours et des rues nettoyées. Les gens se tenaient le long des rues, prêts à recevoir le roi, mais l'atmosphère était tendue et sans joie excessive. Les gens se tenaient sur les routes, pleins d'espoir ou de peur. Le shérif se redressa, vêtu de la meilleure cotte de maille, tenant des rapports en main et attendant des louanges. Le roi marchait en silence, les yeux fatigués mais attentifs entendaient tout, les tambours et le silence dans les ruelles. Il ne regardait pas les vitrines, mais les visages des gens. Il entendait un nom que l'on ne prononçait pas à voix haute, mais que les enfants chuchotaient. Le nom N était pas dans les rapports, mais résonnait dans les chansons Robin des Bois. Ce nom N était pas une menace, mais une prière. Et Robin décida de se présenter, non pas sur convocation, mais de son propre gré, vêtu simplement, sans armes ni compagnons. Je ne suis pas revenu pour punir. Je suis revenu pour restaurer la confiance. Il se tourna vers l'assemblée, s'adressant à tous les présents. Si le peuple se souvient de toi avec gratitude, cela signifie que tu as servi cette terre honnêtement. Il n'a pas donné à Robin de titre, d'écus, de château ou de terre. À la place, il a donné plus, la liberté. Le pardon, le droit de être soi-même. Le même jour, la confrérie de Sherwood fut amnistiée. Petit Jean est retourné au village d'où il était parti autrefois en colère. On l'a accueilli en silence, mais le lendemain matin, on a apporté du fagot. Le fagot était un signe que la porte était ouverte. Frère Teuc lisait de nouveau des prières dans la chapelle, maintenant avec la porte ouverte. Les paysans venaient à lui non pas pour le pardon, mais pour des conseils. Il répondait « D'abord, mange, puis nous parlerons. » Will Scarlett est resté dans la forêt, mais plus comme un fugitif. Il enseignait aux garçons le tir à l'arc, et le soir, il jouait des ballades ensoleillées. Maïd Marianne se tenait dans la salle, pas au centre, derrière une colonne, vêtue d'une robe grise, un mouchoir plié dans les mains. Ses yeux étaient calmes et clairs. Quand tout fut terminé, elle hocha la tête une fois sans un mot. Ce hochement contenait beaucoup. Compréhension, approbation, adieu et invitation. Robin vit ce signe de tête et en comprit le sens, ressentit le soutien et un nouvel espoir pour l'avenir. Elle lui sourit comme on sourit seulement à une personne spéciale, pas en public. Ils partirent ensemble, laissant le passé derrière eux. Ils s'installèrent dans une petite maison près d'un ruisseau du Nord, en dehors de Sherwood. Là, les arbres poussaient plus denses, et le ciel semblait plus proche de la terre. La maison était simple, avec un toit en pente, un petit jardin et un banc sculpté sous un pommier. La vie était calme et sans soucis superflus. Il vivait sans titre, sans mission, sans combat. Il réparait son arc et tirait sur les feuilles pour ne pas perdre son habileté. Elle préparait une infusion de camomille, de cannelle et de sapin. Le matin, ils allaient chercher de l'eau, et le soir, ils s'asseyaient près du feu. Le temps ne les appelait plus ni ne les pressait.
Parfois, d'anciens amis ou ceux qu'ils avaient aidés venaient, mais repartaient silencieusement. Ils ne cherchaient pas la gloire, mais devinrent une légende. Après le retour du roi et l'apaisement des tempêtes, Robin des Bois disparut tranquillement et naturellement. Il ne se cachait pas et ne cherchait pas la gloire. Il n'y avait ni château, ni domaine, ni inscription sur la porte. Seulement un ruisseau, de vieux arbres et le silence. On dit qu'il choisit un endroit dans le coin le plus profond de Sherwood, là où rarement un pied humain s'aventurait, pour rester à jamais. Là où la rosée persiste le plus longtemps et où les oiseaux chantent particulièrement doucement, un homme construisit une simple cabane en vieux tronc au milieu de la forêt. Dans la cabane se trouvait une table, une couche et quelques flèches. L'arc pendait au mur, utilisé de moins en moins chaque jour. Parfois, on venait ici avec des nouvelles ou simplement pour s'asseoir en silence à côté de lui. Il n'invitait personne, mais ne chassait pas les invités non plus. Marianne N n'était pas une invitée pour lui, mais une partie de cette quiétude. Elle cueillait des herbes, lisait des livres et chantait parfois. Quand sa voix résonnait dans la pénombre, la forêt semblait s'arrêter, écoutant sa douce chanson qui remplissait l'espace de silence et de lumière. Ils ne se marièrent pas, il n'y eut ni mariage, ni anneau, ni témoin. Il y avait seulement un feu de camp, de la confiance et le sentiment que tout était à sa place. Au village, les rumeurs couraient. Robin est vivant, puis Robin est mort, mais personne ne savait vraiment. L'important était qu'il ait existé. Les garçons jouaient aux brigands, choisissant le rôle de Robin, et les filles chuchotaient des chansons sur Lady Marianne. Les anciens levaient leur chope en disant « Il fut un temps, il y eut un homme, et le temps passait, se remémorant une époque révolue. » Quand il sentit ses forces le quitter, Robin appela frère Tuck non pas à voix haute, mais par le vent, une lettre, un signe. Frère Tuck arriva en silence, s'assit à côté de lui, et resta un compagnon silencieux dans les derniers jours de Robin. Robin n'est pas parti sur le champ de bataille ni en prison. Il a simplement fermé les yeux, quittant le monde paisiblement et dignement. Dans sa cabane, sous le doux chant des oiseaux et le bruissement de la forêt, il a compris qu'en ce jour il n'y avait pas de vent, pas de chute de pommes de pin, même l'herbe ne bruissait pas. Tout était immobile, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter pour lui dire adieu. Le lieu de son repos est resté inconnu et sans importance. Il n'est pas resté dans la terre, mais dans les gens. Chaque fois que quelqu'un est d'un autre sans intérêt, c'est Robin qui agit à travers eux. Chaque fois que quelqu'un se lève pour défendre le faible, c'est Robin qui se tient à ses côtés, invisible mais fort. Chaque fois que quelqu'un dit « il ne faut pas se taire », il vit dans ses mots, dans les actes, dans la mémoire de chacun. Si la nuit tu entends un léger bruissement de feuilles, si tu as l'impression que quelqu'un marche sur le sentier, n'aie pas peur, ce n'est qu'une légende. C'est juste Robin. Il continue simplement son chemin, éternellement vivant dans chaque bonne action, dans tous les cœurs, dans la mémoire des gens.